En manchette aujourd'hui, un adolescent de 17 ans happé mortellement à Rouyn-Noranda et c'est jour de vote pour les élections fédérales. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Triste nouvelle pour débuter le bulletin, un adolescent de 17 ans a été happé mortellement sur l'avenue Granada à Rouyn-Noranda vendredi tard en soirée alors qu'il marchait en bordure de la route. Et William, le conducteur du véhicule, a été arrêté. Oui, Kémélia, Tommy Roy, 39 ans, a été arrêté chez lui après avoir pris la fuite de la scène de l'accident qui se trouve tout près d'où je suis. Alors, comme vous l'avez dit, l'adolescent circulait en bordure de la route vendredi soir vers 22h45 de l'avenue Granada. La vitesse maximale ici, c'est 70 km/h. Et les policiers ont constaté dès leur arrivée sur les lieux, malheureusement, le décès du jeune adolescent. Un reconstitutionniste et une équipe d'enquête ont été chargés de faire la lumière sur les circonstances de l'événement. D'après les informations parvenues par la Sûreté du Québec, les policiers ont ensuite réussi à retracer le conducteur pour aller procéder à son arrestation chez lui. Après avoir résisté aux agents, Tommy Roy a été amené au poste où il a échoué le test d'alcoolémie. Je vous laisse entendre la sergente de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. Le conducteur Tommy Roy, 39 ans, qui avait pris la fuite, là, fut arrêté chez lui pour conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort ainsi que délit de fuite ayant causé la mort. Donc, il a été transporté au poste afin de fournir des échantillons d'haleine à l'aide de l'éthylomètre. Puis, les résultats ont donné un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite permise par la loi. Et Kémélia, Tommy Roy a comparu dans la journée de samedi et a été gardé détenu à la suite de sa comparution. Il fait face notamment à les accusations de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort, de délit de fuite mortelle et de menaces de mort envers les policiers. Il devrait comparaître à nouveau aujourd'hui. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet. C'est parfait. Merci, William. Et c'est jour de vote partout au pays aujourd'hui, alors que les bureaux de vote sont ouverts depuis 9h30 ce matin. Dans la région, les électeurs sont appelés aux urnes dans les circonscriptions d'Abitibi-Témiscamingue et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. La course entre la libérale Mandy Gould-Masty et la députée sortante bloquiste Sylvie Bérubé s'annonce très serrée si on se fie aux projections de Canada 338. Elles sont au coude à coude. Et dans Abitibi-Témiscamingue, le député bloquiste sortant Sébastien Lemire mène les projections avec 42 % face à son plus proche rival, le libéral Jonathan Andresen, qui est lui à 29 %. Le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique ont également des candidats dans chacun des comtés de la région. Et d'ailleurs, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a fait un arrêt à Val-d'Or samedi matin dans une circonscription où rien n'est joué entre Sylvie Bérubé et Mandy Gould-Masty. Reportage d'Alexis Dumont. Le Bloc québécois ne ménage aucun kilomètre en cette fin de campagne électorale. Je vais prendre toute la durée de la campagne jusqu'à sa fin pour continuer à interpeller les gens. C'est à Val-d'Or samedi que le chef Yves-François Blanchet tentait de convaincre les derniers indécis à faire pencher le vote du côté bloquiste. On ouvre les conversations, on fait vivre les sujets, puis on dit aux âmes de bonne volonté de se mettre à l'écoute parce que les propositions qu'on fait sont certainement bonnes pour le Québec et probablement pas nuisibles pour d'autres régions du Canada. Les deux circonscriptions appartenant au Bloc depuis 2019, M. Blanchet souhaite que son parti continue de desservir la région, une région qu'il qualifie d'importante. C'est un lieu emblématique pour moi de l'économie québécoise. Je suis venu souvent dans la région ici. C'est une région entrepreneuriale, dynamique, très, très forte et très, très fière de son économie. Bien, si les propositions qu'on fait peuvent servir l'Abitibi-Témiscamingue au niveau agricole ou au niveau minier ou au niveau forestier ou au niveau commercial, je vais être très, très fier d'avoir contribué. C'est à cet endroit que Sylvie Bérubé regardera attentivement le dépouillement des votes lundi soir. Même si la lutte s'annonce très serrée avec les libéraux dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, elle se dit confiante à quelques heures du vote. C'est une campagne atypique, hein? Donc moi, je ne me fie pas au sondage, je me fie au pouls de la population. Quand je vais sur le terrain, je les sens. On parle ensemble et je pense que je vais avoir l'appui de la population le 28 avril prochain. Une confiance également présente pour Sébastien Lemire dans Abitibi-Témiscamingue.
Je suis un gars de la région qui travaille pour la région depuis 6 ans particulièrement, à amener des propositions qui sont propres à la région. Ma campagne était très régionale aussi dans son approche et ça, je pense que c'est ce qui va être retenu énormément. Et est-ce que la visite du Bloc au lendemain de celle de la ministre sortante libérale Mélanie Joly était une stratégie? En même temps que Mme Joly à Val-d'Or, comment est-ce que vous interprétez la double visite? On dînera pas ensemble. Alexis Dumont, Val-d'Or. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, élection fédérale, avez-vous voté? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et du côté d'Anglier maintenant, des citoyens ont manifesté hier parce qu'ils en ont assez du mauvais état de deux chemins. Et Olivier, la situation cause d'importants problèmes aux résidents. Effectivement, Kémélia, la présence de nombreux trous dans le chemin des Pins Rouges et du 6e rang entraîne entre autres plusieurs bris sur les véhicules et j'ai été à même de le constater hier. Ces deux chemins sont des axes principaux reliant plusieurs villages du Témiscamingue. On m'a raconté que pas plus tard que la semaine dernière, un automobiliste a carrément perdu son silencieux. Plusieurs résidents ont fait parvenir leurs factures de réparation à la municipalité qui refuse de payer, même si la loi stipule qu'elle est responsable de tout dégât matériel causé par la chaussée. Les citoyens veulent que la municipalité pave en entier les deux chemins. Je vous laisse écouter l'organisateur de la manifestation concernant la situation. Il y a plusieurs bris d'auto. C'est un chemin qui devient non carrossable, presque non carrossable quand il pleut. Ça, c'est à tous les temps qu'il pleut. Là, souvent, il va arriver, ils vont passer la gratte, mais 3-4 jours après, ça recommence encore. Mais ça fait plusieurs années que c'est le même. On demande à la municipalité d'essayer de trouver des fonds pour arranger le chemin, comme du monde. Partir d'Anglier, aller au moins à la fourche du chemin du Pin Rouge. Et Olivier, il y aurait aussi des risques pour la sécurité publique. Effectivement, j'ai pu discuter avec un pompier qui est résident du secteur qui m'a mentionné que l'état des chemins fait en sorte que c'est extrêmement difficile pour les véhicules d'urgence de se rendre dans le secteur. Ils ne peuvent pas rouler à pleine capacité si jamais ils doivent répondre à un appel dans le secteur. De plus, une résidente a justement eu récemment besoin de services ambulanciers sur l'un des chemins et disons que son expérience a été pour le moins désagréable. Je vous la laisse l'écouter à ce sujet. Je ne recommande pas à personne d'avoir l'ambulance à prendre dans les rangs d'Anglier. J'ai parti de la fin du chemin du Pin Rouge à m'en venir ici en mauvais état déjà. Et en rentrant au village, j'étais obligée de dire aux ambulances « Arrêtez tout ça, je ne suis plus capable. » Ça bougeait trop, ça n'avait pas d'allure. Les ambulanciers ont dit « Madame, on vous comprend bien, mais on n'avait pas le choix de passer par là. » En terminant, j'ai pu m'entretenir par téléphone avec la municipalité d'Anglier et on m'a mentionné que l'on fait tout le nécessaire pour entretenir les chemins. Plus de détails dans le cadre de mon reportage au TVA 18h. Merci, Olivier. Au plaisir. Et c'est la Semaine minière du Québec sous le thème « Ensemble, innovons pour le futur ». L'événement permet de découvrir ou d'approfondir ses connaissances sur ce secteur névralgique. Et pour l'occasion, jusqu'à dimanche prochain, le 4 mai, il y a une panoplie d'activités proposées tant à Val-d'Or, à Amos et aussi à Rouyn-Noranda. Il y aura entre autres des conférences, des journées portes ouvertes et des formations express. Pour connaître les autres activités, vous pouvez consulter le site web de l'Association minière du Québec. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel maintenant, le Centre de services scolaires Arikana lance aujourd'hui la 39e édition de la Semaine des arts au Théâtre des Escars d'Amos. 1000 élèves de l'Arikana pourront mettre de l'avant leur talent en musique, chant, danse et aussi en théâtre. Au programme, il y aura plus de 60 numéros variés de plusieurs écoles primaires du territoire et aussi de l'école secondaire d'Amos, en plus de l'harmonie Arikana et les chants de chœur de l'école Saint-Viateur qui vont interpréter quelques pièces musicales. C'est l'occasion parfaite d'encourager les talents des jeunes de la région.
Et malgré une bonne performance vendredi, les Huskies reviennent à la maison avec un retard de 2 matchs dans leur série face aux Wildcats de Moncton. La Meute s'est inclinée par la marque de 2-1. Une défaite crève-cœur puisque les hommes de Steve Hartley se sont imposés en fin de deuxième période grâce à un but du grand Bill Zonon. Mais Moncton a toutefois été tenace et a inscrit 2 buts à moins d'1 minute d'intervalle au début du 3e tiers. Les Huskies auront l'occasion de se reprendre demain soir, 19h, à leur tanière. Et la série va se transporter à l'Arena Glencore pour les matchs 3 et 4 de cette série. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, il y aura des nuages un petit peu partout dans la région. En Abitibi, il fera un maximum de 16 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, ça va se dégager tard cet après-midi, maximum de 16 également. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours des nuages, minimum 7 plus au nord et de 10 plus au sud. Et je vous rappelle en terminant qu'en cette journée d'élection fédérale, vous pouvez voter jusqu'à 21h30 dans un bureau de vote près de chez vous. Et bien sûr, au bulletin de ce soir, on vous prépare un segment spécial élection. D'ici là, passez une belle journée.